Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et c'est à un horaire inhabituel que je vous propose la chronique du groupe Pretzeler. En effet, je vous propose aujourd'hui d'écouter la rediffusion d'un entretien qui a été diffusé à l'origine sur la chaîne Le Média, entretien entre Julien Thierry et Jean-Marc Schiappa au sujet du livre qu'a publié ce dernier très récemment et dont le titre est Gracchus Babeuf. Cet entretien m'a paru très intéressant et c'est pourquoi j'ai demandé l'autorisation qu'il puisse être diffusé sur Radio Libre en Périgord. J'ai sollicité donc par l'intermédiaire de Jean-Marc Schiappa Julien Thierry, qui a tout à fait accepté que notre radio Libre en Périgord puisse rediffuser donc cet entretien. Alors, je vous laisse maintenant en compagnie de Julien Thierry et de Jean-Marc Schiappa, qui pendant 40 minutes s'entretiennent autour de ce livre, Gracchus Babeuf. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. Gracchus Babeuf. Il forme peut-être le troisième personnage d'une triade révolutionnaire radicale avec Robespierre, avec Saint-Just, et c'est peut-être le plus mystérieux des trois, ou celui dont l'histoire, même si elle est souvent évoquée, n'est pas la mieux connue. Il a été guillotiné le 5 mai 1797, à l'issue de l'échec de la fameuse Conjuration des égaux, et on a coutume de parler de lui comme l'un des premiers, peut-être même le premier communiste. Je reçois aujourd'hui Jean-Marc Schiappa, qui est l'auteur d'une récente biographie de Gracchus Babeuf. Merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie et qui remercie l'équipe du Média. C'est un grand plaisir. Alors, tu es un historien, d'un côté, tu as travaillé sur de nombreux aspects de la Révolution française, notamment sur Buonarroti d'ailleurs, Philippe Buonarroti, l'un des membres de la Conjuration des égaux aux côtés de Babeuf. Et puis tu es aussi engagé politiquement, tu es président notamment de l'Institut de recherche et d'études sur la libre pensée, c'est bien ça. Pourquoi cette biographie aujourd'hui, qui a reçu, d'ailleurs je le dis tout de suite en passant, puisque c'est une nouvelle récente, le prix Guizot de l'Académie française. Il va être remis début décembre, je crois, à son auteur. La vie fait que je suis historien et militant. Ce sont deux activités différentes qui peuvent se rejoindre, mais qui ne se rejoignent pas nécessairement, au sens que l'historien n'a pas besoin du militant pour exister, on va dire, et le militant n'a pas obligatoirement besoin d'un background historiographique pour justifier ses engagements. Autrement, il faudrait considérer que pour se révolter en 2024, il faudrait avoir étudié tout le passé des diverses saloperies ayant existé pour se faire une opinion. Non, ce sont deux plans différents, ce qui fait que mon activité comme président de l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée contribue à ce travail militant et d'éducation populaire. Il faut quand même appeler les choses par leur nom, mais ce n'est pas obligatoirement des activités qui s'imbriquent. Je pense même qu'il faut faire très attention à les distinguer le plus possible. Autrement, on ferait de l'histoire la justification des activités politiques et on ferait de la politique une sorte de revanche de l'histoire, etc. Ce qui serait, pour l'un comme pour l'autre, une catastrophe. Mais le choix que tu fais de ce personnage te place quand même à la croisée des deux, puisque y a-t-il possibilité d'avoir une vision objective de ce personnage ? C'est un personnage extrêmement controversé, et tu montres très bien comment les mémoires en ont donné des images totalement divergentes. La notion d'objectivité est une notion particulièrement compliquée, on le sait. Il faut être le plus exact possible. C'est-à-dire qu'il est, de mon point de vue, absolument impossible, comme historien et aussi comme militant, parce que, et là ça se rejoint, c'est très intéressant, parce que si l'historien était pris en faux, ou en faute, ou en défaut,
d'exactitude, de propos scientifiques, de propos avérés, quelle valeur aurait sa parole de militant? Donc, le militant doit avoir comme reflet, je dirais, comme autre partie, un travail irréprochable. Mais c'est valable pour toutes les activités humaines. Imaginons que je sois mécanicien et militant. Quelle valeur aurait mon activité militante si j'étais un mécanicien particulièrement peu scrupuleux, particulièrement peu efficace? Donc je me dois d'être le plus efficace possible, on va dire. Est-ce que j'y arrive? Ça, c'est une autre discussion. Mais tu as fait... Mais au moins, je dois, comment dirais-je, mettre mes ambitions, mettre ma morale, j'insiste sur ce terme-là, à ce niveau-là. Autrement, c'est des approximations. Je ne sais pas si je le cite dans ce bouquin, je ne crois pas, mais la vie a été ainsi faite que j'ai côtoyé François Furet quand j'étais étudiant à l'école des hautes études en sciences sociales. Un type charmant, par ailleurs, c'est pas la question. Mais à un moment, je lui parlais des archives sur lesquelles j'étais en train de travailler, et il m'a répondu « Oh, vous savez, moi, les archives... » Mais je te le dis comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille sur l'histoire et dont l'examen rigoureux, scientifique, méticuleux, approfondi, critique des archives n'était pas pour lui la chose essentielle. On en parlera probablement oui. dans l'examen du bouquin. C'est essentiel. Alors pourquoi avoir travaillé sur Gracchus Babeuf? Oui, parce que c'est un choix d'objet particulier quand même. Pardon? C'est un choix d'objet historiographique tout à fait singulier et qui implique, quelle que soit la manière dont tu le traites, très vite de la controverse politique, ou en tout cas Mais je suis pour la controverse. Très forte dimension politique. Ouais, ouais. Je suis pour la controverse, justement parce que ce personnage, en 2 mots, Gracchus Babeuf est un révolutionnaire. Il ne l'a pas toujours été. Il devient révolutionnaire, comme quasiment tout le monde, en 1789, quand la Révolution française éclate. Et vite, il fait le choix de s'engager de manière pratique, de manière active, de manière militante, même si le terme est un peu anachronique, pour les combats révolutionnaires de l'égalité, à laquelle il ne donne pas encore, ni lui ni les autres, une forme achevée. L'évolution de la Révolution va faire qu'il va être le premier, non pas à être un communiste, et ça, il faut faire très attention à cette chose-là, ce n'est pas le premier communiste, ça c'est une vulgate que dire que c'est le premier communiste. C'est le premier à avoir considéré que pour aller vers le communisme, terme qui n'est pas utilisé à l'époque, pour aller vers le communisme, c'est-à-dire pour la propriété collective des moyens de production, il fallait passer par une solution politique, par la prise du pouvoir. C'est le premier communiste politique. Il y a eu d'autres communistes avant lui, Campanella, des communistes utopiques tout au long du XVIIIe siècle, mais qui renvoyaient le communisme soit à un avenir incertain, soit dans des lieux totalement improbables. Lui, il dit, c'est maintenant, c'est ici que cela doit se faire. Donc, c'est à la fois le premier des communistes politiques, et il arrive en fin de course de la Révolution française. Il n'est pas le dernier, ni même un des derniers de la Révolution. Il y en a eu d'autres qui vont lui survivre, bien heureusement d'ailleurs. Mais il est donc à cette intersection, si j'ose dire. Pourquoi avoir travaillé sur Babeuf? Très honnêtement, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Ça fait 40 ans que je fréquente ce personnage. J'aurais tendance à dire... si je fais l'exégèse de moi-même, ce qui n'est pas évident, j'aurais tendance à dire que ça remonte à un choix personnel il y a une quarantaine d'années, que j'explique dans le bouquin, à un moment d'incertitude. Je suis rentré dans une librairie à Belleville et j'ai fait un choix de bouquins dont je pensais qu'ils étaient le plus éloignés possible de mes préoccupations et de mes incertitudes du moment. Et je suis tombé sur le bouquin de ce grand historien soviétique, Victor Moïsevitch Dalin, consacré à Babeuf avant Thermidor. Et je me souviens très bien, très bien, qu'en ce mois de juin ou de juillet 1983, à la fin de la lecture de ce bouquin, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai été frappé quand
j'étudiais le procès de Vendôme de 1797 qui va amener Gracchus Babeuf à la guillotine. À un moment, un de ses amis, Germain, Charles Germain, est interrogé par le juge et il est persuadé qu'il va être guillotiné. Il envoie bouler le juge. Il dit de toute façon, si vous me guillotinez, c'est la vie. Si vous me guillotinez pas, vous allez m'envoyer en Guyane, déporté, comme c'était. Je trouverai toujours des gens à dire, avec qui discuter. Et Germain a cette formule que n'importe quel militant doit savourer, intégrer, méditer, pratiquer. Il dit, s'il n'y a personne, je prêcherai les perroquets. C'est-à-dire qu'un militant, il a toujours quelque chose à faire. Et s'il y a des gens avec qui discuter, il faut discuter avec les gens avec qui on peut discuter. Et s'il n'y a que des perroquets avec qui on peut parler, eh bien, il faut parler. Mais un militant qui dirait cette chose abominable, ah, je sais pas quoi, c'est pas un militant. Ce n'est pas une militante. Un militant, il a toujours quelque chose sur le feu, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question pourquoi moi, comme individu, je me suis intéressé à Gracchus Babeuf, question qui par ailleurs a une importance très 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 relative. Mais qu'est-ce que ça engage politiquement, de ton point de vue aujourd'hui, ce personnage-là? Qu'est-ce qu'il engage? Qu'est-ce qu'il engage pour 2024? Ou pour notre période, tu as parlé de Furet, qui a pris des positions très tranchées à l'égard de Babeuf, et l'école autour de Furet, l'école très hostile au fond à la Révolution française, a fait de Babeuf une sorte de repoussoir. Pardon. Totalement. François Furet, et je le cite dans ce bouquin, parle de Babeuf comme étant la croyance ultime des révolutionnaires que la politique peut tout faire. Je pense, comme Rousseau, comme beaucoup d'autres, que tout tient aux politiques. C'est une citation de Jean-Jacques Rousseau, tout tient aux politiques. Et si tout tient aux politiques, ça veut dire que l'activité humaine peut tout changer. Mais si on n'est pas, comme je le dis, prenant la suite de Rousseau et de beaucoup d'autres qui l'ont expliqué bien mieux que moi. Si on considère que l'activité humaine ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'il reste à l'activité humaine ? Ça veut dire qu'il faudrait considérer que l'activité humaine, dès le départ, elle est limitée. Mais par qui ? Et pourquoi ? C'est insupportable. Le point de vue de l'école de Furet, qui est un point de vue néoconservateur, au fond, c'est celui selon lequel le volontarisme politique, la volonté de changer le monde, aboutit nécessairement à des catastrophes. Et dans la tête, ils ont bien sûr le totalitarisme, des meurtres de masse, etc. Donc il faut, c'est la leçon de Furet d'ailleurs à la fin de son livre Testament, la fin d'une illusion. Il faut accepter le monde tel qu'il est, il faut accepter les dominations telles qu'elles sont, et surtout pas essayer de trop changer les choses parce que c'est dangereux. Et dans ce sens-là, Babeuf, on comprend bien que Furet en est fait un repoussoir, puisqu'il est la figure justement du volontarisme en politique. Il est la politique au sens où les hommes seraient maîtres de leur destin et pourraient, par leurs engagements, choisir leur histoire. Deux remarques. Si l'humanité n'est pas maîtresse d'elle-même, qui est maître de l'humanité ? Ça, c'est une question imparable. Deuxième remarque, beaucoup plus polémique, je dirais, pas polémique, beaucoup plus taquine, c'est que la politique a le risque, c'est incontestable, d'amener à des choses discutables. C'est incontestable. La vie est faite de risques. Mais l'immobilisme actuel, est-ce qu'il n'amène pas à des catastrophes encore plus épouvantables ? Est-ce que on peut regarder d'un œil impavide ce qui se passe à Gaza et au Liban ? Ou est-ce qu'on est amené à dire que protester et agir contre le génocide à Gaza et au Liban pourrait amener éventuellement à une forme de ceci ? D'accord, mais si on accepte, c'est pire. Si nous décidons les uns et les autres, les unes et les autres, d'intervenir, d'agir, de nous positionner dans la mêlée sociale et politique, nous pouvons modifier les choses. Mais si nous ne le faisons pas, c'est la mêlée qui décide pour nous. Ce choix, il est moral, je dirais.
Est-ce que c'est l'acceptation ou est-ce que c'est la conscience? C'est aussi banal que ça. Est-ce que nous décidons d'être ou nous décidons de supporter? Alors si sa figure est si singulière, s'il constitue, comme on l'a vu, un repoussoir pour une certaine histoire conservatrice, hein, même on peut le dire réactionnaire de la Révolution française, c'est parce que Babeuf place comme objectif l'égalité. Et ça, c'est un geste politique qui, bien sûr, on a vu avec Robespierre dans les années qui ont précédé, mais sa conjuration des égaux vise finalement, après l'échec de la Convention montagnarde, en pleine période de Thermidor, à revenir à cette logique politique. En portant cette accusation, si j'ose dire, contre Babeuf, celles et ceux qui la font, en réalité, c'est contre toute la Révolution française qu'ils portent une accusation. Pourquoi ? Là aussi, je vais être sommaire et je vous prie de m'en excuser. Je vous prie, pas uniquement à toi, Julien, mais aux personnes qui nous écoutent. Georges Lefebvre, immense historien de la Révolution française, caractérisait celle-ci comme étant le fait d'avoir posé la question de l'égalité des droits. Je pense que c'est peut-être plus qu'une caractérisation, une définition exceptionnelle. La Révolution française a posé la question de l'égalité des droits. Elle l'a posée, elle ne l'a pas réglée. Il y a l'école robespierriste, on va dire, la tentative robespierriste, qui consiste à limiter les choses. Pour reprendre la formule de Robespierre, il ne faut que personne n'ait trop et que personne n'ait trop peu. Bon, ça fonctionne très très peu de temps. Par définition, par l'accumulation primitive, si j'ose dire, ça va vite se dépasser. Et Babeuf dit à une autre lecture de la question de l'égalité des droits, il prend la logique rousseauiste, que c'est la propriété privée qui est à la base de l'inégalité. Et il dit, si la propriété privée est à la base de l'inégalité, si on supprime la propriété privée, on supprime la base de l'inégalité, on arrive à l'égalité. C'est-à-dire que lui prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et il va dans une logique communiste de cette déclaration, ce qui est à la fois contradictoire avec cette déclaration, mais pas si contradictoire que cela. Parce que l'article 17 de la Déclaration des droits parle de la propriété comme étant sacrée, d'accord ? Mais elle parle de la propriété, elle ne dit pas la propriété des moyens de production. Donc il y a pour le moins une ambiguïté. D'ailleurs, très, très prudemment, les rédacteurs de la Déclaration se sont arrêtés à cette chose-là que Robespierre a essayé d'expliquer. C'est pas la propriété de ma brosse à dents ou de ma maison, c'est la propriété des moyens, c'est la propriété lucrative, comme on dit. Et là, il y a une ambiguïté. On s'arrête à la propriété. On ne dit pas laquelle. Et Babeuf dit la propriété particulière, la propriété privée, la propriété des terres et des moyens, des machines, etc. Donc lui, il répond... Il donne une réponse à cette interrogation que Georges Lefebvre avait résumée sur comment, après la Révolution française, peut-on régler la question de l'égalité des droits. Et c'est d'ailleurs pour cela que aussi bien les partisans de Babeuf, ceux qui en ont fait une icône, il y a pas très loin d'ici, je crois, une rue qui s'appelle rue Babeuf à Montreuil, si je ne dis pas de bêtises, une sorte de pancarte qu'on ne peut pas interroger, que les adversaires de Babeuf en ont fait un repoussoir qu'on ne peut pas interroger. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce bouquin, c'est que Babeuf n'est pas le repoussoir ou la pancarte ou l'épouvantail, mais c'est un être humain qui, par sa trajectoire avant la Révolution et dans la Révolution, est arrivé à ses conclusions organisationnelles et politiques et organisationnelles. C'est à la fois un itinéraire personnel, c'est une action politique, mais entre les deux, c'est aussi une pensée très singulière dont tu nous parlais à l'instant. Alors, si on reprend les choses éventuellement dans cet ordre-là, quels sont les éléments importants de son itinéraire, de sa biographie, à ce François-Noël Babeuf, avant qu'il ne soit surnommé Gracchus, donc? Qu'il ne se surnomme, qu'il ne s'appelle Gracchus.
Et d'ailleurs, on va commencer, avec ta permission, par cela. La Révolution décide de tout changer. Ils vont renommer les lieux. Là où il y avait des provinces, ils vont créer des départements. La justice va être remodelée. Les lois vont être remodelées. Et dans cette immense partie de chamboule-tout, un certain nombre d'êtres humains vont décider de changer de prénom, voire même de nom. Mais pour certains, seulement de prénom. Parce qu'ils considèrent que les prénoms hérités par des générations anciennes, et notamment des prénoms liés à la religion, doivent être chassés. Et par exemple, Babeuf, François-Noël Babeuf, trouve que ce n'est pas un prénom terrible et décide dans un premier temps de s'appeler Camille, parce que Camille, c'est celui qui représente l'harmonie, la concorde. C'est un prénom romain. Ouais, Gracchus aussi. Sauf qu'il se rend compte à un moment que dans sa logique politique, qui est une logique d'affrontement entre les riches et les pauvres, ne colle pas avec un prénom de concorde, d'harmonie, de paix entre les classes sociales. Donc, il va prendre le prénom de Gracchus en mémoire, en souvenir, si j'ose dire, des tribuns de la plèbe. Et là, c'est très intéressant comment l'histoire est revisitée par les gens qui font de la politique. L'histoire est toujours revisitée par les contemporains. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder l'histoire comme étant une sorte de chose morte. Gracchus, donc il faut rappeler qui est Gracchus dans l'histoire romaine. Gracchus, donc il se réfère dans à l'histoire romaine, de l'Antiquité romaine. c'est quelqu'un qui avait sacralisé la propriété privée en partageant, en donnant aux vétérans de l'armée romaine des petits lots de terre. Alors que Gracchus Babeuf, lui, va pour l'abolition de la propriété privée, il se réclame d'un type qui a organisé et légiféré le partage des terres, donc la sacralisation de la propriété foncière. C'est extraordinairement, paradoxal, ce qui prouve bien que la pensée humaine est une pensée chaotique. Elle n'est pas une pensée linéaire, elle est une pensée contradictoire et une pensée qui se cherche. Et pourquoi il fait ce choix alors ? Pardon ? Pourquoi il fait ce choix ? De s'appeler Gracchus ? Ouais. Parce que c'est celui qui, dans l'histoire romaine, représente le plus la tentative de chercher une solution sociale. C'est dans cette direction qu'il va. Mais il revisite l'histoire romaine à la lueur de son histoire personnelle du XVIIIe siècle, de la même manière que la Commune de Paris va reprendre les termes de la Révolution française avec des contenus totalement différents. Donc l'histoire, c'est toujours ce mélange, enfin la vie, plus exactement, c'est toujours ce mélange. La mort saisit le vif, et le vif essaye de se débarrasser du mort. Et c'est cela. Alors, l'histoire personnelle de Gracchus Babeuf, ce qui est, pour moi, intéressant, c'est que Hegel explique quelque part que rédiger une biographie, c'est la chose la plus difficile parce qu'il faut faire la part entre le personnage et le contexte. J'aurais tendance à dire que c'est justement ça qui est passionnant dans une biographie, que c'est cette difficulté-là qu'il faut chercher. C'est-à-dire que, par exemple, Babeuf naît en Picardie, à Saint-Quentin. Comment se fait-il que ce révolutionnaire-là va naître dans cette région-là? Que représente la Picardie en 1760? Un mélange de communautés villageoises archaïques, encore extrêmement vives, et un début de capitalisme, notamment agraire. Il n'est pas secondaire, par exemple, que la mère de Babeuf ait été une ouvrière du textile, une ouvrière à domicile, c'est-à-dire les formes les plus brutales de l'exploitation, de la première exploitation du capitalisme. Son père était un fonctionnaire, un imbécile par ailleurs, d'après ce on peut voir, était un fonctionnaire de l'administration fiscale. Donc Babeuf connaît personnellement et les structures agraires archaïques mais vivaces, l'industrie à domicile, le fonctionnement de la fiscalité, et il va se retrouver à 12 ans ouvrier terrassier au canal de Picardie, ce que je ne souhaite à personne à 12 ou à 32 ans. Qu'est-ce que c'est les cannelles de Picardie ?
C'est dans la volonté de Turgot, et pas uniquement de Turgot, d'un certain nombre de ministres de la fin de la monarchie absolue, d'essayer de moderniser, de rentabiliser, de rationaliser l'économie. Ils se rendent compte que les systèmes de transport sont épouvantables, et donc ils vont, par exemple, créer, lancer ou creuser un certain nombre de canaux, notamment en Picardie, parce que c'est la région entre la grande métropole qui est Paris et les grandes régions commerçantes de Flandre et de Belgique. Et donc, il faut trouver le lien. Donc, les canaux de Picardie. Et là, c'est ça qui est passionnant dans le métier que nous essayons de faire, c'est qu'il se passe quelque chose sur lequel nous n'avons absolument aucun élément fiable. Quelqu'un, on pense savoir qui c'est, mais ce n'est pas certain, se prend d'affection pour ce jeune garnement, parce que c'était un garnement, et lui apprend à lire et à écrire, ce qui est extraordinairement inhabituel dans la France du XVIIIe siècle. Et il se trouve que le jeune Babeuf va, et dans tous les bouquins consacrés à Babeuf, on publie des reproductions de son écriture, va être doté d'une calligraphie exceptionnelle. Et ça va être un homme de l'écrit. Avant même la Révolution, c'est un homme de l'écrit. Il adore écrire, il adore lire, il se passionne pour cela, il est en correspondance avec plein de gens, etc. Et quand la Révolution arrive, il est déjà doté de cette appétence, on va dire. Voilà pour l'enfance de Babeuf ce qui va l'amener à être un élément actif dans la Révolution en Picardie. Mais le problème, c'est que cette Picardie confuse socialement et nécessairement confuse politiquement. C'est-à-dire qu'à la différence d'autres régions, c'est l'élite urbaine qui va cadenasser le début de la Révolution. Et Babeuf, qui est le porte-parole à ce moment-là des paysans pauvres, est en opposition frontale avec cette élite. Et cette élite va se jeter sur une occasion que le pauvre Babeuf va leur donner, une occasion une calomnie qui poursuit encore Babeuf même maintenant. C'est que Babeuf, qui était un fonctionnaire de l'administration départementale, fait un faux. Un faux qui va durer quelques heures. Il se rend compte au bout de quelques heures qu'ayant vendu un bien national à quelqu'un, il a affecté à quelqu'un d'autre, c'est une bévue monstrueuse. Tous les réactionnaires du département se jettent sur lui pour l'éliminer. Il ne fait ni une ni deux, il fonce à Paris, nous sommes début 1793. Il fonce à Paris pour se protéger, c'est la fuite, il n'y a rien d'autre. Sauf que fuir et se retrouver à Paris début 1793, nous sommes début 1793. 93, dirait Victor Hugo, et à Paris. Donc il se retrouve dans le maelstrom révolutionnaire à ce moment-là. Lui qui n'était qu'un petit agitateur provincial se trouve dans le cœur du maelstrom. Il ne prend pas part aux grands événements de la Révolution française. En tout cas, il n'a pas une place de premier plan avant ce moment-là, donc. Non, parce qu'il n'est pas à Paris. Ouais. Parce qu'il a des activités incontestables. Il va essayer de se faire élire à la Convention, bien évidemment, il n'y arrive pas. Il lance des premiers journaux qui ont des succès relatifs, mais un certain nombre d'historiens se sont interrogés sur l'échec de ces premiers journaux en Picardie, échec relatif par ailleurs, mais notamment, il a été expliqué que Babeuf n'avançait pas parce que son journal était un échec. D'accord, mais c'est une tautologie. Ouais. Pourquoi ? Ouais. C'est parce que les bases sociales, le public, le lectorat, pour parler comme on parle actuellement, n'existait pas. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Donc il va se retrouver, en revanche, dès l'été 93 au cœur de la tourmente. C'est incontestablement Victor Daline qui a levé ce lièvre-là. On loupe toujours un créneau quand on étudie la Révolution française. On passe de la chute
des Girondins 31 mai 2 juin 1793 aux mesures populaires de l'automne, et on ne voit pas ce qui s'est passé pendant l'été. Ce n'est pas parce que la Convention a éliminé les Girondins, ce n'est pas parce que Jaurès a souligné à juste titre qu'un certain nombre de lois en faveur de la population laborieuse, on va dire, ont été votées, que c'est immédiatement fait. Tout au contraire, les sans-culottes parisiens, tout l'été 93, vont être quasiment dans la famine. Et c'est Babeuf qui est dans l'administration des subsistances de la mairie de Paris qui va avoir un rôle de mobilisation considérable qui va aboutir le 4 et le 5 septembre 1793 aux grandes manifestations de sans-culottes qui vont aboutir au maximum des prix et des salaires. Il échappe à la répression de Thermidor qui met fin, avec l'avis de Robespierre d'ailleurs et de bien d'autres, à la Convention montagnarde. Parce qu'il n'est pas concerné. Parce qu'il est très distant par rapport à Robespierre. Il va devenir un robespierriste, si j'ose dire, en bout de course. Mais pendant le gouvernement robespierriste, il n'est pas fondamentalement emballé. Il mesure un certain nombre d'ambiguïtés ou de difficultés. C'est bien plus tard qu'il va se dire que ce gouvernement était, pour reprendre une formule justement qu'il va utiliser, était diablement bien imaginé. Mais pas au début. Et après Thermidor, il fait même partie des gens qui considèrent que la dictature robespierriste est terminée et que c'est une bonne chose. D'accord. Il va publier un certain nombre de brochures particulièrement violente contre Robespierre. Il va très vite se rendre compte que c'est un tissu d'ânerie, mais il l'a fait. Et alors, qu'est-ce qui explique ce retournement et finalement le début de ce que l'histoire a retenu de son itinéraire, c'est-à-dire d'un côté son travail théorique et puis de l'autre son engagement politique? Parce qu'il faut revenir sur Thermidor. Thermidor n'est Thermidor que par une construction d'historien. Oui. Le 9 Thermidor, c'est un personnage révolutionnaire et quelques autres qui sont éliminés, rien de plus. Le lendemain ou le surlendemain, Barère, à la tribune de la Convention, explique que le gouvernement révolutionnaire va continuer comme avant. Ce n'est pas à ce moment-là que les choses se délitent. Il va y avoir une forme de desserrement de l'étreinte. Mais quand l'étreinte se desserre, on n'est pas conscient que l'étreinte se desserre. C'est bien plus tard. Et donc, Babeuf participe à ce lâche soulagement général. Sauf que ce lâche soulagement général va aboutir à ce que certains considèrent que, enfin, la dictature est terminée, et que d'autres, ceux qui donnent le là, les affairistes, les prévaricateurs, les spéculateurs, enfin, le maximum des prix disparaît, etc., etc. Et donc, on va pouvoir s'en mettre plein les poches, comme disait Talleyrand un petit peu plus tard. Enfin, nous allons faire une fortune immense. C'est une formule de Talleyrand en 1798. Mais cette logique de prédation, elle existe pas immédiatement. Le 9 et le 10 Thermidor, chacun joue pour sauver sa peau. Tout le monde joue pour sauver sa peau. Il n'y a pas de conception politique ou sociale ou idéologique ou je ne sais trop quoi. Et donc, il se rend compte que Thermidor, la logique de Thermidor, n'aboutit qu'à l'enrichissement des riches et l'appauvrissement des pauvres. Et il revient à son idée d'abolition de la propriété privée et c'est là qu'il se dit qu'il faut trouver le moyen politique, la conjuration, pour changer cet ordre social et politique. Il s'engage donc dans une forme de militantisme. Est-ce qu'il utilise le mot lui-même de conjuration ? Oui. Oui. Et quels sont les objectifs de cette conjuration ? Prendre le pouvoir. L'idée, au moment de l'installation du directoire, il y a un bref moment de liberté démocratique. Des clubs se constituent, etc., etc. Ça ne dure pas très longtemps. Mais pendant ce moment-là, que Babeuf utilise pour relancer son journal Le Tribun du Peuple, c'est là qu'il publie ce qu'on appelle le manifeste des plébéiens, qui est le premier texte politique, je dis bien politique, qui dit voilà comment il faut faire pour modifier la société. Mais
Cet automne indien, on va dire, c'est une formule d'un historien, va durer très très peu de temps. Le club du Panthéon, qui est le principal club des opposants, est fermé. Il est fermé par Napoléon Bonaparte, ce qui n'est pas secondaire. Qui à l'époque agit au nom du régime de Thermidor. Absolument. Et qui va se retrouver le même qui il va fermer le club du Panthéon début 96, il va fermer la Révolution en novembre 1799. Et donc il est condamné à la clandestinité et a donné cette forme de conjuration clandestine. Mais ce n'est pas un choix. C'est là d'ailleurs que beaucoup de militants du 19e et du 20e siècle se sont plantés. Ils ont fait comme si cette obligation de la clandestinité était un choix assumé et voulu par Babeuf. Par exemple, c'est très intéressant. J'ai eu une discussion avec un copain là-dessus, qui ne me croyait pas, mais il a le droit. Le célèbre bouquin de Lénine, Que faire, vient, comme on le sait, du roman assez nul par ailleurs de Tchernychevski, Que faire. Or, ce roman, Que faire, est très probablement inspiré de l'article de Babeuf de l'automne 1795, Quoi faire ? Parce que le problème est le suivant, si j'ose dire. C'est qu'en 1828, Buonarroti, les Corses et les Italiens appellent Buonarroti, les Français disent Buonarroti. Buonarroti, donc, rédige le bouquin qui va... l'histoire de la conjuration de Babeuf. Et ce livre va être la Bible de tous les révolutionnaires du 19e siècle, notamment les populistes russes. Pas uniquement. Tchernychevski, Tkatchev, Herzen, etc. Lénine va en parler. Bon. Parce qu'on ne mesure pas à quel point l'influence de Babeuf et de Buonarroti a été extraordinairement importante sur tous les révolutionnaires du 19e siècle. Marx, Engels, mais les chartistes anglais, Blanqui, etc., les populistes russes. Alors, est-ce que c'est l'histoire de sa tentative politique qui a finalement échoué, qui les inspire, ou est-ce que ce sont ses écrits, ou est-ce que... Les deux, mon général. Ouais. Les deux, mon général. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose qui est extraordinairement important. C'est pas anecdotique que le bouquin de Buonarroti ait été imprimé dans une librairie qui s'appelait la librairie romantique. La mort de Babeuf, qui se suicide avec un couteau apporté par son propre fils. Donc il y a toute une dimension de drame romantique. Nous sommes en 1828. Alors qu'il va être exécuté, hein, donc pour échapper à l'exécution. Parce que l'exécution étant infamante, lui, comme d'autres révolutionnaires avant, préfère se suicider plutôt que d'être guillotiné. Et donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis, les déclarations qu'il fait dans la cour, alors qu'il sait qu'il va être guillotiné, d'amour pour ses idées, d'amour pour le peuple, d'amour pour ses enfants. Évidemment, et comment, après tout, c'est stupide de considérer qu'il pourrait faire autrement. Il est en larmes quand il parle de ses enfants, parce qu'il sait que... il sait ce qui va se passer. Tout ceci a un poids écrasant dans la logique. Ce qui fait que l'image de Babeuf, sa mort en martyr, va, d'un certain point de vue, oblitérer et ses idées et son parcours personnel. C'est pour ça qu'il y a une part de légende, à la fois réelle, à la fois normale, mais aussi mythifiée, qu'il faut essayer de défaire. C'est une icône. Ouais. Voilà. Alors, et du coup, en faire une icône fait qu'on n'arrive pas, on n'essaye pas, ou qu'on ne peut pas comprendre la trajectoire du bonhomme. Et la trajectoire du bonhomme s'inscrit dans la trajectoire de la Révolution. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ces plusieurs centaines de pages. Merci beaucoup. C'est moi. Jean-Marc Schiappa d'être venu nous parler un petit peu donc, de ce personnage si important, Gracchus Babeuf, et de ce livre qui est paru aux éditions Fayard. Merci infiniment. Et merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. Sachez aussi que le média s'agrandit et élargit sa diffusion en rejoignant le bouquet gratuit de l'application Molotov, célèbre plateforme française de streaming et de télé connectée. N'oubliez pas que sans vous, le média et ce type d'émission n'existerait tout simplement pas. Chaque don et chaque abonnement, chaque partage ou like sur les réseaux sociaux est important, alors n'hésitez pas.
Faites des dons, abonnez-vous à partir de 5 € par mois sur soutenez.lemediatv.fr. C'est seulement de cette manière que nous pouvons nous développer et être pérennes. À bientôt sur le Média. Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Cette rediffusion de l'entretien entre Julien Thierry et Jean-Marc Schiappa, diffusée à l'origine, je le rappelle, sur la chaîne Le Média, ne sera pas disponible en podcast sur le site RLP pour des raisons tout à fait évidentes de droit à respecter. Elle ne sera pas non plus rediffusée jeudi à 16h et samedi à 17h30 comme c'est le cas habituellement pour les chroniques du groupe Fred Zeller. Et donc, pour jeudi et samedi, je vous propose la diffusion d'une conférence qu'a donnée Jean-Marc Schiappa il y a 6 ou 7 ans, je crois, sur le sujet. Il nous met d'ailleurs en relation avec la période anniversaire de la loi de 1905. Donc, sur le sujet, la loi de 1905 et les colonies, ce que nous appelions à l'époque les colonies, et qui est un sujet qui est plutôt méconnu. Et donc, je pense que c'était intéressant de le resituer dans cette période donc d'anniversaire de la loi de 1905. Donc, à la semaine prochaine où je vous retrouve pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller en direct sur Radio Libre en Périgord. Pour la paix, dit-il que je travaille loin des canons. Je vis en liberté, je façonne l'acier qui sert à la semaille et ne forge du fer que pour l'humanité.